N'oublions pas sur mon lieu de travail, j'étais suffisamment toléré. Toléré? Oui, toléré. Depuis ta naissance. Depuis ma naissance, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, très intéressant. Alors tu reprends tes affaires et tu sors. Tu m'entends? Je suis spécialement fragile en ce moment. Spécialement fragile. Spécialement fragile, ouais. Tu ne crois pas que... Que quoi? Que quoi? Quoi? Tu ne penses pas, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive à l'esprit, que moi aussi, pourquoi pas, tiens, je pourrais aussi être très fragile comme toi. Oui, il n'y a que toi qui peut, qui doit, qui, évidemment, en toute légitimité. Légitimité. Légitimité, oui. Tu n'es pas celle qui a revendiqué cela toute ta vie, ta légitimité en tout, affiché ta légitimité en tout. Puis, enfant, ta façon assez épouvantable, je dois dire, de punaiser partout et à chaque instant, dans chaque manière récurrente de poser ton corps dans l'espace, dans chaque parole, dans chaque action, tes actions si sensibles, si bien posées au bon moment, tes allures de pan de mon papa. Sors! Sors, je te dis. De quel droit tu viens ici? Comment tu me trouves? Comment on arrive jusqu'à moi? Tout en sueur, la bouche pleine de fiel, la valise à la main. Tu as planté une balise dans mon dos. Tu as planté tes dents. Celle que tu veux me planter sur la peau depuis que tu es né. Cette manie de me haïr, d'avoir décidé que personne ne pouvait vivre avant toi. Que tu étais la première, incapable d'arriver à un deuxième. Cette impossibilité d'arriver à un deuxième. Cette impossibilité d'être la deuxième. Cette impossibilité d'être tout simplement. Voilà, tu n'as jamais su être. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème que tu nous colles sur la peau. Que tu nous colles à toute la famille sur la peau. Tu vois, je n'ai pas envie de me rouler dans une couverture de survie quand je te vois. Ma vie, ce n'est pas me protéger, me tenir en garde, mettre des pièges partout pour me protéger de toi. Je ne travaille pas autant que je travaille pour payer des vigiles. Ma vie, ce n'est pas être entourée des vigiles au cas où ma sœur cadette pénétrerait de force sur mon lieu de travail. Ok? Prends ta valise et sors. Tu as fini? Ne me provoque pas, Sandra. Comment ça? Ne me provoque pas. Comment ça? Qui provoque ici? Qui se comporte en régent? En régent? Mais tu racontes vraiment non pourquoi? C'est quoi cette idée des régents? D'où le mot régent sorti de ta tête? Tu crois, sois sincère, franchement Sandra, que c'est moi qui me commande régent, alors que tu as passé ta vie, oui, à me régenter, par en bas, par en dessous, quand tu grandissais, et que en tout, tu t'opposais à moi. Tu disais, je m'oppose en tout, à toi, tes choix, je les reprouve, et finalement, même en étant ta cadette, je suis ton aîné. Ta vie, la conduite de ta vie est un désastre, sera un désastre. Quand, enfant, tu parviendras à l'âge adulte? Si tu y parviens, un jour on se demande, et que peut-être, mais il ne faut pas trop y croire, quand, enfant, tu parviendras à t'occuper de toi, je ne parle pas des autres. Quoique depuis, tu t'en es donné à cœur joie. De quoi? Des autres. Depuis un moment, les autres, enfin, pas tous les autres. Pas tout ce que les autres peuvent contenir, une certaine partie des autres. Pour toi, les autres, c'est certains autres. Les autres, ça c'est autre chose. Les autres, c'est-à-dire moi, ta famille, maman, notre père et Régis, ça, on n'en parle pas. Ça ne vient pas à la bouche. On n'a pas le temps pour ces autres-là. On est pressé quand il faut évoquer ces autres-là. C'est toi qui dis ça. Oui. C'est moi qui dis ça parfaitement. Où est le problème? Tu as toujours eu un problème avec l'affirmation des autres. Ou plus précisément, l'affirmation de moi sur toi. En l'occurrence, si tu avais pu... Arrête, s'il te plaît. Si tu avais pu m'étrangler dans mon berceau. D'ailleurs, maman m'a dit plusieurs fois que tu avais vu sur la pointe des pieds en train de grimper dans mon berceau. Plusieurs fois, elle t'avait vu en train de monter sur le tabouret de la salle de bain. N'importe quoi. Le tabouret blanc que tu traînais comme une démente. Oui, on peut être démente à 3 ans. Que tu traînais depuis la salle de bain
tout le long du couloir. Le couloir de la mort. Ce couloir où tu t'es caché pendant des années entre la cuisine et l'accès au pain saumon. Dans le KGB, le placard, le réduit, cet organe effrayant dont tu avais la jouissance, l'entière possession et duquel tu bondissais sur moi en hurlant. En traînant le tabouret, ce tabouret qui ressemblait en tout point au tabouret d'hôpitaux, ce qu'on met dans les douches, les baignoires, quand des gens comme maman, quand des gens qui sont au bord de la mort comme maman, quand des gens qui n'en peuvent plus, qui hurlent dans les couloirs, tout et moi, quand je n'en peux plus, tout et moi, des gens qui courent en chemise fondue d'hôpital, avec leurs fesses fripées, leurs organes génitaux pleins de merde, qui hurlent tout et moi dans les couloirs. Je vous en supplie, je vais balancer la potence dans une fenêtre. Je vais me servir de la potence comme d'un bélier du GIGN pour faire voler en éclats vos putains de fenêtres en verre sécurisé et sauter. Laissez-moi sauter. Tuez-moi. Je ne veux pas m'asseoir sur le tabouret comme une chose. Je ne suis pas une chose. Je ne suis pas une vache, un cheval que l'on brosse. Je suis un être humain. Vous me réifiez, oui, réifiez. Et que tout le monde dit réifier. C'est quoi ça, réifier? Entraîne le tabouret blanc, comme une démente vers mon berceau pour grimper dedans. Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu ne peux pas monter comme ça dans le lit de ta sœur. C'est quoi ce que tu as dans les mains? Montre tes mains. Regarde, oh mon Dieu, Marc, regarde ce que Lana a dans les mains. Et évidemment, Marc ne répond pas. Marc est dans son bureau face à un texte du 5e siècle. Pour lui, Lana ne peut rien avoir de mal dans les mains. Lana, va passer une tête. Ma chérie, passe une tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu avais dans les mains? Et toi, qui passe une tête pour recueillir le baiser sur le front. Et moi, qui hurle et qui étouffe dans son berceau. Combien de fois tu as serré mon cou, encore bien plus tard, car tu ne pouvais pas accepter. Maman disait, elle l'acceptera. Papa disait, elle ne l'accepte pas. Elle ne l'acceptera jamais. Ces choses-là, les enfants le sentent. Quelle chose? Quelle chose? Ce que papa répétait à longueur de repas, les soirs, l'été sur la terrasse. Quelle terrasse? Celle au-dessus de la canopée. Il disait, les enfants sentent. Ils savent. Ils comprennent. Il disait, regarde, ici les femmes ont 10 enfants. Ce genre de problème ne se pose pas. Les enfants vivent dans la rue. Les grands s'occupent des petites. Et il ne viendrait à aucune d'entre elles l'idée de revendiquer un quelconque statut. Voilà. Mais voilà, nous avons à affronter une malédiction. Papa n'a jamais employé le mot malédiction. Papa employait toujours le mot malédiction quand il s'agissait de parler de ma présence au monde. De ta présence au monde, tu plaisantes. Oui, de ma présence au monde. Papa a toujours parlé ainsi. Papa ne parlait pas ainsi. Quand il s'agissait de questionner. Oui, questionner. Ça, par contre, papa le disait, le fait que... Oui, questionner. Papa questionner, oui. Mais présence au monde, certainement pas. Tu rêves, ma pauvre fille. Et puis, je t'interdis de revenir sur ce sujet. Ce sujet t'obsède. Ce sujet t'a toujours obsédé. Quand est-ce que tu vas te décider à grandir? Toi qui reproches aux autres ce que tu es incapable de voir en toi. En cela, le métier que tu fais est connexe avec ce qui porte le coup. Et ça, papa le disait, ta nature profonde, ta petite nature profonde, elle a un petit nature profonde qui pique, disait-il en passant sa main dans ta chevelure. Ta nature profonde qui pique. Plus tard, elle émettra des avis. Elle sera prescriptive, comme on dit. Mais voilà, ton petit nature, ton commentaire, ton impérieux besoin de dire aux autres où est le beau, le juste, le bon. Surtout ton grain de sel critique.
Cette idée que le monde entier attend ton avis et se roule sur tes papiers à peine publiés. Cette petite nature soi-disant piquante, mais qui, au fond, ne sait rien d'elle-même, ne sait pas vivre, existe grâce au talent des autres et ne produit rien. Tu ne sais pas vivre, Sandra. Voilà la vérité. Tu es enfermé dans ton monde. Oui, et tu le sais, autant que moi, car tu écoutais papa parler à table. Pas les étés en Tanzanie, sur la terrasse au-dessus des arbres, mais les soirs de notre grand appartement ici à Barbès, après la correction des copies. Papa dire, un langage étroit, monde étroit, si on veut élargir son monde, on élargit son langage. Mais ça, on dirait que tu ne l'entendais pas. Tu restais bouche bée, plus flatté par la main dans tes cheveux, soit une jeune fille au monde antérieur, prétendument piquante que par la révélation de la phrase de papa et de ce que ça voulait dire comme engagement justement devant le monde. Mais tu as toujours préféré, comme la fable chinoise du doigt et de la lune, regarder le doigt. Retire ce que tu viens de dire. Je ne retire rien. Toi-même, tu ne retires jamais, tu n'as jamais retiré, jamais toutes les aiguilles que tu m'as balancées dans le corps depuis, pendant toutes nos années de jeunesse, puis de jeune femme, puis de femme, et maintenant d'ennemis. D'ennemis? D'ennemis, oui. Comme tu le vois, nous n'en sommes pas, nous sommes d'ennemis. Qui débarque dans le lieu de travail de sa sœur, la bouche fialeuse, la valise à la main comme une bombe, dans la sphère professionnelle de sa sœur, à quelques heures d'une chose importante pour sa sœur, c'est-à-dire moi, sœur. Tu te rends compte où nous en sommes? Tu te rends compte où nous sommes arrivés, où le mot sœur écorche la lèvre, la coupe, entraîne au niveau de l'œsophage, ce que provoque l'infection alimentaire, un rejet puissant de mots, en envie de rendre, oui de rendre. Associe-y le sens que tu veux. C'est vrai, ce que ton maîtresse d'école a toujours à vrai dire. Empêcher toute association, donner des idées un peu folles, un peu originales, osées. Il suffit de lire tes papiers. Rien, pas de développement. Zéro rapport à la poésie. Juste une balance tiède qui pèse un goût tiède le tien. Et que tu as développé avec talent. Il faut bien le dire. Et à la barre de papa, quand tu as vu que l'on te paye bien pour ça, tu n'es pas grande chose. Je ne suis pas grande chose. Qu'est-ce que tu fais mal? Qu'est-ce que tu peux faire mal? Mais j'ai atrocement mal de t'écouter. C'est toi qui es devenu un monstre. C'est ton occupation, comme disait papa. Ton occupation qui te rend sèche et dure. Moi, dure? Oui, dure. Ton occupation, ta fréquentation des pauvres, ta fameuse fréquentation des pauvres, cette fréquentation qui doit, dans la seconde, faire baisser d'un ton toute personne qui ne fait pas ce que tu fais, qui doit fermer dans la seconde le clapet de quiconque ose dire « Mais enfin, on n'est pas obligé de te décerner une médaille toutes les 10 minutes parce que tu te portes au secours des pauvres. » Ton occupation, assez peu rémunérée, au contraire de moi, ce qui, entre parenthèses, te fait être, il faut bien le dire, encore au crochet. Vivre au crochet, comme on dit, du reliquat de ce que tes parents laissent à leurs enfants, sans parler, car il faudra bien y arriver, à la répartition. Pour le moment, les papiers de notaire ne sont pas sur ton bureau, mais les choses du fait du décès vont, comme c'est toujours le cas dans ces moments, sortir. Sors. Fais sortir ce que tu veux. Je suis prête. Tu m'as tellement, sans le savoir, préparée à être un mur, un fort, tu vois. Je suis un fort. Tu vas pouvoir m'humilier, m'assaillir de tous tes coups, de tous tes mots, de ce corps qui est placé dans l'espace comme un scalpel. Tu fais tellement mal. Tellement mal. C'est incroyable comme tout fait mal. C'est toi qui fais mal, pas moi, c'est toi. Jamais personne ne veut souffrir autant. Jamais personne ne peut envisager, le mot est bien choisi, que le mal est le visage de celle qui est sortie du même vagin. Oui, vagin! C'est dur à entendre, n'est-ce pas? C'est quoi ce dégoût à l'audition du mot vagin? Tout de suite,
ce sont des images dont on se dit, je sais, oh, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'associer le mot et la chose. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Qu'est-ce qui nous glace, dégoûte? C'est nous, couverts de sang, de peau liquide, c'est nous qui dégoûtent. Nous à l'envers, puis à l'endroit, la tête vrillée, tordue, la peur d'étouffer. C'est quoi le fait en ce qui nous concerne que tu me suis comme un assassin suit sa victime? Je sors en premier. Tu me suis 3 ans plus tard, le couteau entre les dents. C'est ça? Tu me suis du même trou, le couteau entre les dents, comme maintenant la bouche serrée, ta valise à la main comme une bombe. C'est ça? C'est l'heure de la vengeance, du règlement de compte. C'est ça? C'est l'heure où, marchant sur mes pas, tu viens me faire payer pour avoir été la plus aimée. C'est ça? Toi, celle qui soi-disant n'a pas été désirée, cliché. Cliché? Tu dis que ma souffrance est cliché? C'est ça que tu dis? Répète-le! Ma souffrance est cliché. Les soirs, assis sur les chaises droites de la salle à manger, à regarder le main de papa glisser sur ton menton, et toi dire « Eh bien, Risette, c'est un cliché !» Cette façon de jeter sa serviette sur la table, de ne pas avoir un regard sur moi, et ta manière de glisser en voyant qu'il n'a pas un regard sur moi. C'est pas des trous dans le cœur, ça, qui vous suivent toute la vie entre les pères et les filles? Et nous avons à affronter une malédiction. De nos jours, ici, dans cet hémisphère du monde, on peut faire dévier le cours des choses. Mais toi, tu n'es pas été précis sur les jours et les semaines. Et toi, tu n'as pas su te retenir. Et voilà où nous en sommes. Sa façon de reculer sa chaise violemment, de se tourner vers moi et hurler, toi, mêle-toi de ceux qui te regardent. Viens, ma chérie, Lana, montre-moi ton exposé sur l'Empire romain. Ton crétin de professeur d'histoire famille 18. Quel idiot! Pas une faute d'orthographe, une pensée claire et ordonnée des faits. Et 18 sur 20? Quel enfer! Quel nul! Ma fille aînée doit avoir une note parfaite. Ma fille aînée est parfaite. Alors on la note en conséquence. Crétin! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien que je suis avec ta sœur, ne me dérange pas. Et toi, qui me prends par le bras, comme je verrai des années plus tard, les flics concilier la barbaise, prendre les vendeurs à la sauvette par le bras, pour les amener discrètement, pour ne pas provoquer des émeutes. Tu me prends par le bras et tu claques la porte du bureau de papa sur moi. Et je reste face à la porte. C'est un cliché de douleur, ça? Et entre le moment où je suis face à la porte fermée, mon air entré dans mes poumons bloqués, mon corps donc bloqué, tout qui se bloque dans mon corps sous cette phrase énigmatique en riant. Nous avons à faire face à une malédiction. Quelque chose nous est tombé sur la tête. Quelque chose que nous n'avions pas prévu, pas désiré. Nous ne l'avions pas désiré. Je recommence à compter les lettres de Désiré. Il y en a 7, et eux, 6. Et est-ce que c'est quelque chose qui ne fut pas désiré, ou moi? De qui parle mon père? De quoi parle-t-il? De quoi dois-je me convaincre qu'il parle? Que dit le langage? Pourquoi l'oralité est-elle un voile jeté sur ma vie face à la porte fermée? De quoi dois-je me convaincre entre ce moment-là et celui-ci où tu me jettes à la figure cliché juste à l'instant? De quoi dois-je me convaincre pour arriver à vivre? J'ai vécu jusqu'ici. Tu pourrais me dire, tu as vécu. Tu as fait tes petits articles. Tu pourrais me dire, la vie finalement,
pas tant souffert comme tu la rabâches à chaque post-scriptum dans tes lettres à maman. Tu n'as pas tant souffert, arrête de nous bassiner avec ta souffrance, par pitié, arrête! Retourne dans ta chambre et fous-nous la paix. Retourne jouer à la poupée, nous, on travaille ici. Et tu me prends par le bras, comme les flics en civil à Barbès. Mais je dégage mon bras, comme ça, tu vois, comme ça. Et entre la porte que tu refermes sur moi et qui bloque tout mon corps, mes règles, ma poitrine de jeune fille où rien ne se développe, elle n'est pas très développée pour son âge. Tout se bloque. Et maintenant que je suis face à toi, je vais tout débloquer. Dégager mon bras et commencer l'émeute 20 ans plus tard sur ton lieu de travail. Oui, va-t'en! Je ne veux pas de ici. Je ne suis pas en mesure psychiquement de supporter une émeute ici. Tes fameuses émeutes, tes crises, cette mise en avant de ton moi profond, cette espèce de sortie carnavalesque de ton moi profond, cette façon de donner une forme par la crise, le hurlement à cette blatte molle qui est ton inconscient. On ne veut pas de ton inconscient ici. On ne veut pas de ton cinéma douloureux antérieur. On n'a que faire de ta scène primordiale. On n'a que faire de tes scènes. Tu cherches une scène, Sandra. Il faut que tu existes comme tout le monde. Alors tu cherches une scène sur laquelle monter et exister. Tu viens ici pour exploser au grand jour, comme tu dis. Tes plaies, tes blessures, ta nature supposée qui compte. Tu as fait des scènes, des papiers, des rubriques. Une scène pour exister, Sandra. Or, ta scène est vide, et quand tu parles des autres, tu ne parles que de ton moi méprisable et vide. Va-t'en! Il est hors de question que je sorte. Hors de question. Maintenant que je suis là, je reste. D'ailleurs, tu aurais tellement aimé que je ne vienne pas. Que je ne vienne jamais, en fait. Toute ton idée était de m'écarter. De faire en sorte que je n'aboutisse pas ici. Tu n'as, en toute évidence, jamais souhaité que j'aboutisse quelque part. Il a toujours été clair que tu devais, comme quand nous nagions, être celle qui touche le mur le premier. Au 100 mètres nage libre, aux 200 mètres nage libre. Tes épaules, tes fameuses épaules de nageuse. Regarde ces épaules de nageuse est-allemandes, disait papa. Pourquoi vouloir suivre ta sœur sur un terrain où tu es sûr de perdre? Pourquoi t'entêter de la sorte? Chaque fois que vous rentrez de l'entraînement, tu es en larmes. Chaque fois que vous rentrez d'une compétition, tu es en larmes. Accepte que tu ne seras pas une grande nageuse comme ta sœur et ton père. La natation, ce n'est pas héréditaire que je sache. Et basta, concentre-toi sur autre chose. Voilà comment tout se passait. Comment tout se passait aussi avec toi. Comment tout s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais comme toi, je suis devenue une tour, un mur, un fort. Je me suis, comme on dit, construite dans l'adversité. J'ai appris à souffrir sans amant, à me préparer à rendre coup sur coup, à ouvrir en moi une sorte de magasin militaire où auront été stockés, sous clé pendant des années, les grenades, les balles, les tirs de mortier. Je vais ouvrir le magasin et tout va t'exploser au visage. Tu vois, par ma pénétration ici, j'ai posé ce qu'il fallait devant la porte, le couloir, les escaliers. J'ai miné le terrain, comme on dit. Alors tu vas m'écouter. Sinon, c'est tout le bâtiment qui explose. C'est quoi cette histoire de natation? Quoi? Oui, quoi? Arrête. Ah, mais quoi? Oui, quoi? Tais-toi. Quoi? Non, Non, quoi? c'est toi qui non. Non, non, je n'arrête pas. Stop, stop. Tu me rends folle, tu comprends ça? C'est une chose que tu peux comprendre avec ton cerveau, que tu es entré dans ma vie pour me rendre folle. Que la vie, ce n'est pas accepter que vos proches vous rendent folle. J'étais une proche. Ok, tu étais une proche, tu n'es plus une proche.
Non, je suis plus une proche. Ravi de l'apprendre, comme ça, les choses sont claires. Exactement. Tu me ressors cette histoire de natation, mais tu es démente, absolument démente. Qui a passé sa vie à me suivre en tout? Les robes, les poses. Les pauses. Oui, les poses. J'étais devant le miroir du grand couloir qui t'a tant traumatisée, pauvre petite. Avec la main comme ça sur ma hanche. Et tu venais devant le miroir contre la même pose que moi, avec ta main sur ta hanche comme ça. Tu m'as toujours exaspérée. Tu n'as jamais compris que les êtres humains sont des choses personnelles, pas des choses collectives. Qu'on n'est pas obligé de se ressembler pour vivre, de se suivre comme des moutons. Voilà, tu es un mouton qui aura activé ses neurones miroirs à mon endroit toute sa vie. Je n'ai jamais voulu de ton empathie, jamais, je n'ai jamais voulu partager une chose avec toi. Et ton histoire de natation, franchement, ton grand trauma de natation, merci bien, je ne suis pas responsable de ta faiblesse physique. Tu as toujours été plus faible que moi, admets-le. C'est vrai. Voilà! Voilà, zéro! Ouvre tes yeux sur toi. Heureusement que tu as ta valise pour te tenir. Sinon, tu te tomberais. Tu veux une chaise? Tiens! Non, merci. C'était la même chose dans la natation. Tu pars trop vite. Tu t'excites toute seule. Tu montes sur tes grands chevaux. Tu n'as jamais sous-dosé tes efforts. Jamais. Même dans un 100 mètres nage libre, il faut construire très précisément sa course. Or, tu n'as jamais rien construit, ni dans un bassin d'entraînement, ni dans ta vie. La preuve, Régis. Tu t'es obstiné à t'accrocher à Régis. Régis était un bon nageur, certes, mais trop moyen, mais tu t'accrochais déjà à Régis. Il fallait absolument que tu sois avec Régis. Régis, reconnais-le. Et t'es nul. Mais tu t'accrochais à Régis, c'est insupportable. Et tes larmes qui coulaient les soirs en rentrant d'entraînement, des compétitions, ne disaient rien d'autre que je suis faible, je copie ma soeur en tout parce que je n'ai pas de ressort antérieur. À l'antérieur, je n'ai rien. Je suis un pauvre type. Régis, reconnais-le, était un pauvre type. Papa a toujours cru en heureux Régis. Maman disait des choses atroces, Régis. Maman adorait Régis. Maman n'a jamais aimé Régis, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu associer la puissance intellectuelle de maman au propre nappant sur l'art et la couture de Régis? Régis s'est toujours piqué parce que tu l'encourageais, parce qu'il y avait en toi une telle vacuité que tu avais besoin toujours par la flatterie de le grandir pour tout grandir. Toi, vous grandissez ensemble comme deux nains. Oh. Comme tu as toujours eu besoin de t'associer à quelqu'un, comme tu ne pouvais pas objectivement t'associer à ta sœur. Donc moi, tu t'es associé à Régis. Tu lui as à proprement parler, sauté dessus à la piscine, et depuis ce jour, tu ne l'as lâché plus. Tu l'as gonflé à l'hélium. Or, Régis n'était rien. Régis était vide, comme toi. Mais tu avais, pour exister, choisi de lui mettre de grappins dessus. Tu as toujours mis ton grappin sur des gens. Jamais. Tu as toujours mis ton grappin sur mes amis. Florence, Alexandra, oh, quel nom ça là, je te la glace. Corinne, Natacha, ils veulent tous te faire copine, comme on dit. Oh, et dès que tu as vu que Régis me tournait autour, bing, tu as sauté sur Régis à la piscine. Tu m'as jamais dit que Régis me parle. Je me souviens très bien, après le France-Allemagne. Le France-Allemagne, Régis m'avait abordé en disant: oh, c'est stupide! J'ai misé tout sur la France. Oh, c'est l'Allemagne qui vient de gagner. Oh, j'avais tout faux. Le flair légendaire de Régis. Et pour cette raison, c'est pour cette raison, des années plus tard, maman haussera les sourcils à la seule évocation du nom de Régis. Dire Régis devant maman, c'est provoquer en elle comme une sorte de crise d'urticaire psychique. Elle n'a jamais compris que tu puisses t'enticher, c'est le mot, dans ce. Elle disait, ma cadette, c'est enticher dans ce, en tout. Il n'y a pas un domaine où je puisse dire que Régis brille. Et papa, qui était plus méchant que maman, disait,
regarde le crâne d'œuf et brillant de Régis. Et tout ce sur toi, c'est ce qu'elle a fait. Bref, voilà ce que pensait maman, voilà ce que pensait papa. L'un et l'autre, ils souffraient de martyre quand ils devaient vous recevoir. Enlève ces écouteurs de tes oreilles. Même si au départ Régis, qui n'était certes pas aux lumières d'ailleurs, à la différence de toi, je me suis rendu compte tout de suite après l'épisode frontal-malais. L'épisode frontal-malais aurait dû être en fait éclairant pour toute personne normalement constituée. Mais toi, à la différence de moi, cette espèce de cécité de Régis en toute séduite, ou plutôt comme le petit chien de devant, c'est-à-dire moi, qui avait reniflé Régis en premier, puis maudité dans le second détourné. Tu as voulu revenir renifler par copie ce que j'arriverais à marquer comme des chiens dans le territoire, urinant sur Régis sur ce moment. Le moment François-Mania t'accapare fait par jalousie, ce que j'avais désigné pour ramasser, comme toujours, les restes, les derniers morceaux. Ce que toi, en fait toujours fait comme un trait caractéristique de ta personnalité, ce qu'appellerait pompeusement Régis. Bref! Tu n'enlèves pas tes écouteurs? Ok. Bon. Je me suis perdue dans ce que je disais. Oui. Donc. Même si au départ, Régis, qui n'était pas une lumière, loin de là, pouvait montrer des traits de curiosité, des velléités, quelques espoirs. Ces espoirs, tu les as vite étouffés, à la fois que tu le gonflais et à la fois que tu l'as rabassé. Comme tu as déjà testé sur moi, comme tout est joli et comme je te déteste. Combien de fois tu m'avais pleuré avec tes mots durs? Tu as toujours eu des mots durs. Dès que tu se maniais la langue, dès que tout ça bassinait avec ton cursus hippocane, école normale supérieure. Dès que tu as été dans ces écoles de petites flics où l'on apprend à avoir un avis sur tout, dans ces écoles qui stérilisent dans la seconde le potentiel créatif de toute personne qui y entre. Tu t'es servi de la langue comme d'une arme et tu shootais à tout bout de champ, tout y passait. Tu étais dans ton élément, le commentaire pinéal de travail des autres. Et moi, oui, pendant que moi, je suis dans un autre élément, la compétition internationale de natation. Mais cela, tout cela a été méprisable pour toi. Aujourd'hui, tu disais, papa, comment peut-elle encore nager? On ne la voit jamais avec un livre à la main. Celle que tu as élue comme la plus brillante soigne son âme dans un bassin d'entraînement de 50 mètres. Grandiose. Arrête! Mais arrête putain avec tes chaises! On dirait une dingue! De toute façon, tu es dingue. Il suffit de t'écouter 30 secondes pour voir que tu es complètement dingue. Tu as toujours été dingue. On peut essayer de... Arrête! À quoi? Laisse-moi parler. Oui, une dingue a tout rangé. Ta peur panique tous les autres. Tes semaines de rangement. Papa, lui, avait le droit d'avoir un bureau absolument exclusif. Maman, elle avait le droit d'avoir un bureau où il était difficile d'entrer. Mais toi, la tyranne, oui, ça existe. Tu disais, comment peux-tu vivre dans cet effondrement? Regarde ta chambre, c'est une horreur. Ta chambre est à l'image de l'intérieur de ton cerveau, un effondrement. Tu disais, je pense qu'il faut qu'elle consulte. Elle est régulièrement dans des phases maniaco-dépressives. Regardez sa chambre. On dirait la chambre d'une junkie, d'une addict à l'héroïne, au crack. Elle a les cheveux filasses. Ça pue ici. Je sais bien que l'adolescence, parfois c'est compliqué, mais là, elle dévisse. C'est toi qui m'as envoyé dans un hôpital de jour.
C'est toi qui as booké un rendez-vous avec un professeur pour que je consulte. C'est toi qui disais, voyez ma sœur. Mais moi, je disais, c'est mon ordre. L'autre, c'est quoi? Et je hurlais avec mes poignets attachés et mes cheveux filasses. L'autre, c'est quoi? L'autre, c'est quoi? Je sais bien que pour vous, des gens comme vous, comme toi, tout doit être au cordeau, aligné, mort. C'est la mort. Mais c'est la folie de ton cerveau, là. Arrête, putain de tes gestes. Je m'assommais déjà avec tes consignes, tes insinuations, tes menaces. C'était horrible. Tu m'as fait vivre une enfance épouvantable. Et la meilleure solution était de se boucher les oreilles, s'enfoncer les écouteurs dans les oreilles pour ne plus t'entendre, pour ne plus jamais entendre tes remarques sur ma façon de m'habiller, de parler, de me tenir. Sous tes airs de Mère Teresa aujourd'hui, tu étais alors la pire des sœurs. La sœur perverse qui jouait à la gentille devant des parents et qui m'a pincé dans la nuit en disant « Meurs !» Est-ce que les sœurs peuvent souhaiter leur mort réciproque? Oui, nous sommes des sœurs comme ça. Mais toi, es complètement folle. Tout fait peur. Je n'ai jamais su... Tais-toi. C'est moi qui parle. Tu n'as pas compris? Allez, vas-y. Range tes chaises, prépare ta petite conférence où tout le monde va se presser pour écouter ta belle âme parler de ceux qui n'ont rien, de ceux qui ont tout perdu, qui souffrent. J'y arrive, ne t'inquiète pas. Je suis blessée, tellement blessée, mais personne ne montera jamais une conférence pour moi. J'ai tellement mal. Tu fais tellement mal, ta folie fait tellement mal. Regarde-toi. Tu es dingue. Tu as développé une sorte de folie généralisée sur tout. Ça fait des années que j'assiste, désemparée, à ta folie. Il faut que tu te fasses soigner, Lana. Tu ne peux pas continuer comme ça, d'accord? Maman était folle. Maman a toujours également développé une sorte de folie qui rend le quotidien fou. Nous avons vécu une sorte d'enfance absolument folle. Et ce n'étaient pas les heures passées sous le soleil, à quatre pattes en Syrie ou en Égypte, les marches au lever du soleil avec des sacs d'eau pleins qui rendaient fou. Mais cette chose tapie en toi, cette attente, cette façon d'être à l'affût comme un animal ou un chasseur. Tu étais l'animal et le chasseur. L'animal qui attendait partout de bondir sur moi et le chasseur prêt à tirer sur moi. Vas-y, alors, tire! En venant ici, je suis sans doute venue pour mourir encore une fois. Tu m'as tellement tué souvent, peut-être que je suis morte dedans déjà. J'ai envie de m'allonger, de glisser dans la terre, de me laisser tomber. Tu peux jeter des pelles de terre sur moi et on finit avec cette histoire de sœurs. Cette histoire d'amour entre deux sœurs, cette façon de dire que je t'aime même si je te déteste. Même si je te déteste de toutes mes forces. Moi, je ne suis pas si forte que toi physiquement. Maintenant, je suis dans ton piège. Je suis celle qui est venue. Je suis celle qui, en venant, a avoué sa faiblesse. Faiblesse de corps, faiblesse d'âme. Bien sûr, j'ai le cœur brisé. Moi aussi. Maman, Ne parle pas de maman.